Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Entreprendre. Donc vous le savez, nous avons fait un suivi au plus près pour vous, pour que vous puissiez savoir tout ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un suivi avec les différentes chambres consulaires afin de vous aider, vous, artisans, indépendants, agriculteurs aussi. On a essayé de suivre un petit peu tout ce qui se passe du niveau professionnel aux côtés de nos différents intervenants, que ce soit la Diète qui nous a fait une petite intervention pour vous expliquer comment faire les bonnes déclarations, que ce soit la Chambre des métiers qui répondait à vos questions, que ce soit la CCI qui vous a donné des informations sur tout ce qui est prêt pour vous aider à pouvoir financer, payer vos salariés et financer le reste de vos sociétés. Donc nous avons vraiment fait un suivi au plus près et aujourd'hui c'est la reprise. Donc nous revenons vers vous afin de vous donner vraiment les éléments, les détails dont vous avez besoin pour pouvoir relancer toute la partie économique et travailler au mieux. Donc avec nous en plateau, nous avons Monsieur Pascal Jean-Charles de la Chambre de l'agriculture de la Guadeloupe et vous êtes chef du service du pôle de développement et environnement. Donc, oui, bonsoir. C'est bien ça. Bonsoir, madame. Merci de participer à notre émission ce soir. Et nous avons monsieur Claude-Henri Saint-André. Donc vous êtes assistant technique au commerce, création, transmission, reprise, département entrepreneuriat, commerce, enfin au niveau de la CCI des îles de Guadeloupe. Donc merci à vous aussi pour votre intervention de ce soir. Et vous êtes venus tous les deux pour pouvoir expliquer à nos professionnels ce qu'ils doivent mettre en place. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place et comment faire s'ils n'arrivent pas à le mettre en place. Donc déjà, avant de commencer de parler de ces sujets, est-ce que vous pouvez nous faire un point très bref pour savoir comment ça se passe au niveau de la situation aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez-y, vous pouvez commencer. Bien, bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion donc, de m'exprimer au nom donc, de la CCI des îles de Guadeloupe aujourd'hui. Comme vous le savez, donc, ce lundi 11 mai a marqué donc, l'entrée dans la période dite du déconfinement. Voilà, donc la reprise donc, progressive d'une activité, je dirais, normale sur le territoire de la Guadeloupe. Et à cette occasion, donc, les services donc, de la CCI se sont organisés pour reprendre leurs activités, donc pouvoir accueillir donc, les entrepreneurs, les porteurs de projets et autres qui auront besoin de nos services. Donc les services ont repris leur activité ce jour. Bien sûr, cette activité avait été menée aussi en télétravail pendant la période de confinement, mais ça reprend donc de manière, je dirais, on va dire, classique à compter d'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et vous, est-ce que vous pouvez nous faire un point au niveau de l'agriculture, surtout qu'on n'a pas vraiment pu bien suivre, puisqu'on a reçu justement quelqu'un du ministère, mais on n'a pas pu faire l'émission comme on voulait. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un point, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc déjà, merci de nous avoir accueillis sur le plateau. Avec plaisir. C'est vrai que le secteur de l'agriculture... Le secteur de l'agriculture est un petit peu particulier. Hein. Il faut rappeler que les agriculteurs ont bien été autorisés à poursuivre leur travail et à se déplacer sur leurs exploitations. D'accord ? Donc, il y a une activité de production qui a existé et une activité aussi d'écoulement des produits. Donc, soit avec des circuits de distribution longs, soit avec des circuits de distribution courts. N'empêche que pour les agriculteurs, la vente, c'est essentiel pour pouvoir assurer un revenu. Et il y a eu beaucoup de pertes de points de vente. Voilà, donc il y a eu effectivement un problème lié au confinement. C'est celui de la fermeture de certains points de vente pour, je dirais, des agriculteurs qui étaient sous certains produits, sous certains segments de produits, notamment les fruits et légumes, et qui avaient des difficultés d'écouler leurs produits avec les marchés habituels, notamment avec la fermeture des marchés physiques, communaux, etc. N'empêche qu'ils sont pu s'organiser plus ou moins bien avec des drives pour certains, avec les réseaux sociaux, hein, puisque il faut dire qu'il y a des atouts maintenant pour gérer les échanges de fruits et légumes, de produits. Hein. On a lancé nous-mêmes aussi beaucoup d'appels pour essayer d'aider au maximum. Et ils ont été soutenus aussi avec des dispositifs financiers de la région pour pouvoir approvisionner les ménages défavorisés. Voyez? Alors, il y a effectivement une mesure qu'on appelle la mesure du Fonds de solidarité, sous laquelle très peu d'agriculteurs ont émargé.
surtout liées à des problématiques de mise à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Il y a aussi de la méconnaissance et de la difficulté de mobiliser ce dispositif à travers la plateforme d'impôt.gouv.fr, etc. Là, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais là, dans ce cadre-là, il y a un accompagnement? Alors, maintenant, l'accompagnement, c'est plus difficile à mettre en place, je m'explique. Allez-y. Les gens qui ont le rôle d'accompagner les agriculteurs sur le plan de la fiscalité, c'est les comptables. Oui. Donc il faut que les agriculteurs aillent voir leurs comptables ou leurs référents pour les aider à remplir les formulaires sur les plateformes impôt.gouv.fr. N'empêche que sur l'aspect social, ce qui concerne la mise à jour des cotisations sociales, la Chambre a un service d'accompagnement social. Donc on peut leur donner des procédures à mettre en œuvre pour demander des modulations ou demander effectivement des régularisations des échéanciers, de la mise en place d'échéanciers pour arriver à être à jour de leur fiscalité. D'accord, d'accord. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment ça se passe pour les agriculteurs qui n'ont pas pu écouler leurs marchandises? Parce que ça, c'est quand même une grosse inquiétude qu'il y a eu. On ne va pas parler du cas des melons parce qu'on a quand même eu le temps d'en parler, mais est-ce que les petits agriculteurs, par exemple, qui, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas eu ni les marchés ni les collectivités locales, est-ce que vous savez s'il y a des dispositifs qui vont ou qui ont été mis en place? Puisque, contrairement à un artisan, par exemple, qui n'a pas encore produit et qui, lui, a sa matière première qu'il va transformer, les agriculteurs, eux, ont déjà produit ce qu'ils allaient vendre. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, il y a le dispositif Fonds de solidarité national. Oui. Je crois qu'ils peuvent le mobiliser jusqu'au 30 mai. Oui, mais avec les difficultés de mise en place des régularisations fiscales ou sociales, etc. Oui. Maintenant, pour ce qui est de... Pour les pertes. Écoutez, c'est des chiffres d'affaires en moins. C'est des chiffres d'affaires en moins. Et pour poursuivre l'activité, il faut de la trésorerie, il faut de la relance, il faut des relabos, il faut de la replantation, etc. Mais compte tenu qu'il y a encore des difficultés d'approvisionnement et de vente, d'écoulement des produits, puisque, d'accord, nous sommes en déconfinement, mais comment les choses vont s'accélérer? Est-ce qu'il y aura plus de chalands sur les zones de marché physique? J'ai entendu aux dernières nouvelles qu'il y aura la réouverture des marchés communaux. Donc, si cela se fait, il pourrait y avoir plus de ventes hors circuit GMS, hors circuit de petites supérettes. Il pourrait y avoir des échanges entre les clients et les agriculteurs, avec les gestes de protection. Voilà. D'accord. Bon, je vous remercie pour ce point. Est-ce que vous, monsieur Saint-André, par rapport aux chefs d'entreprise, est-ce que vous savez où ça en est aujourd'hui? Alors, est-ce que déjà, ils ont tous été payés, puisqu'on a fait un suivi et les paiements sont arrivés tardivement, mais ils sont quand même arrivés. Et les services, justement, la diète et tout, a fait vraiment diligence pour essayer de clôturer tout ça. Je ne vous répondrai pas directement sur ce point. En tout cas, je peux vous dire que la CCI met tout en œuvre et est en lien constant avec la DIEC pour justement s'assurer que ces procédures arrivent au bout et que les entreprises obtiennent effectivement le résultat attendu, donc pour pouvoir bénéficier donc de l'accompagnement dont elles ont besoin. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle donc les dispositifs, les cellules d'accompagnement que la CCI a mis en place pendant la période de confinement continuent encore aujourd'hui, puisque nous avons une cellule dédiée aux prêts garantis par l'État qui a été mise en place. Nous avons également donc une cellule plus directement liée aux différents types d'aides pour cela. Et pour ça, donc, nous avons donc 2 adresses e-mail que je rappelle. Donc, concernant le prêt garanti par l'État, l'adresse pge@guadeloupe.cci.fr pour les demandes d'informations et les dépôts de dossiers de demande PGE, de manière à ce que nous continuons à faire donc je dirais l'interface de facilitateur entre le demandeur et sa banque.
Ensuite, nous avons l'adresse entreprise-coronavirus@guadeloupe.cci.fr qui est l'adresse générique sur laquelle toutes les demandes relatives aux fonds de solidarité, relatives aux prêts rebonds, relatives aux demandes d'informations sur comment obtenir un report de loyer, comment obtenir un report de charges sociales ou fiscales, tout ça, donc l'équipe, donc la cellule d'accompagnement de la CCI continuera donc bien entendu plus que jamais à répondre à ces demandes. Et nous avons également un autre dispositif qui s'appelle CCI Entraide, où là, des entreprises qui ont besoin de rentrer en relation pour pouvoir justement, par exemple, s'il y a eu cette problématique des masques qui a été posée à un moment donné, donc chercher un fabricant, chercher un partenaire pour mettre en place une activité précise liée à cet élan de solidarité qui est né également. Donc nous avons également cette plateforme qui est à leur disposition, et bien sûr aussi un numéro vert, le 0800 111 971, auquel donc les entreprises peuvent appeler, numéro sur lequel les entreprises peuvent appeler pour demander des informations sur l'accompagnement que nous pouvons leur apporter. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée, on va dire, c'est la reprise pour tout le monde doit retourner au travail. Est-ce que vous savez, puisque ce matin, de toute façon, c'est toute la journée, il me semble, que le président, M. Vielle-Coulet, est sur le terrain pour accompagner les entreprises qui rouvrent. Alors, à l'heure où nous parlons, le président est actuellement donc à Basse-Terre, donc pour faire le tour donc de la ville, donc à Basse-Terre. Il était ce matin aux côtés du président de région et du maire de Pointe-à-Pitre, donc à Pointe-à-Pitre, et aussi avec le maire de Bémao et le président de région sur Jarry, donc également ce matin, donc, pour pouvoir justement échanger avec des entrepreneurs et prendre, je dirais, le pouls de cette reprise d'activité. D'accord. Est-ce que vous savez si ils ont pu, nos entrepreneurs, pour l'instant, mettre en place les dispositifs, les petites étiquettes au sol pour séparer d'un mètre? Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Parce que en plus, c'est quand même une charge supplémentaire en termes de coûts. Donc, est-ce que vous avez un retour sur ça ou c'est encore trop tôt? C'est encore un petit peu tôt, mais en tout cas, les observations que nous avons pu faire ce matin nous ont permis effectivement de nous rendre compte que déjà donc un certain nombre de chefs d'entreprise avaient pris, je dirais, les choses à bras le corps en organisant quand c'est le mieux possible le circuit, parce que vous savez que dans les dispositions de ce plan de déconfinement et les dispositions sont strictes, il faut prévoir un circuit d'entrée et de sortie de manière à éviter que les gens ne se croisent. Il y a tout ça, donc il y a donc cette signalétique qui est à mettre en place. Donc nous allons continuer à accompagner les entreprises en ce sens. Et nous avons vu effectivement des choses ce matin donc, qui se font déjà. Donc bien entendu, les choses sont encore peut-être à améliorer, mais je dirais le travail, c'est en cours de réalisation. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quels sont les dispositifs, qu'est-ce que les sociétés doivent mettre en place? Il me semble que vous avez peut-être reçu des fiches techniques. Alors, nous avons reçu des fiches techniques, nous avons reçu un certain nombre donc, de recommandations que nous pouvons mettre à disposition donc, des associations de commerçants et des entrepreneurs, de manière à ce qu'ils puissent être sensibilisés à la gestion des flux de personnes dans leur magasin, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde dans le magasin compte tenu donc des impératifs de respect des règles barrières. Vous savez que on nous répète depuis le début du confinement qu'il faut 1 mètre de distance minimum entre deux personnes. Il faut organiser, donc, comme je vous dis, ce fameux circuit, permettre, dans la mesure du possible, que les gens puissent se laver les mains. Donc, on voit de plus en plus apparaître donc, des affichages du genre le masque est obligatoire à l'entrée du magasin ou lavez-vous les mains. J'ai vu ce matin un commerçant, il a mis un flacon de liquide à disposition donc, de ses clients à l'entrée du magasin pour que les clients se lavent les mains se désinfectent les mains avant de rentrer dans le magasin. Donc, ce type de disposition qui est à mettre en place en attendant bien sûr que toutes les activités puissent, elles, reprendre progressivement
je dirais le rythme de croisière, on va dire. D'accord, on espère en plus que ça arrive au plus vite. Et juste 2 petites questions rapidement pour que ce soit bien clair. Donc les charges pour les petites et moyennes entreprises ont été annulées. Alors, il y a des dispositifs de report de charges, il y a des dispositifs d'annulation en fonction de situations pour les 2 mois qui viennent de s'écouler. Voilà. Donc, et c'est en fonction des cas voilà. Non, alors il y a cette disposition-là et il y a la possibilité aussi de reporter, aussi donc des charges de manière à différer les choses. Mais ce différement suppose pour l'entreprise, à un moment donné, qu'elle soit en capacité, bien sûr, d'y faire face. Donc, et c'est tout l'enjeu, je dirais, de la période d'aujourd'hui, c'est réussir le déconfinement. Ça sera réussir à permettre qu'il y ait un retour d'activité suffisant pour que, quelque part, la casse soit limitée. Et justement, la dernière question, le chômage partiel est maintenu. Ça veut dire qu'une entreprise, une société qui n'aurait pas aujourd'hui réussi à mettre en place tous ces gestes barrières pour la sécurité des clients et des employés a le droit de continuer son chômage partiel. Alors, les dispositifs de chômage partiel sont encore en cours de validité. Donc, voilà. Jusqu'en juin, il me semble. Voilà, tout à fait. Si les choses nous tenons de toute façon informés et nous sommes informés régulièrement par le réseau sur l'évolution législative. Vous savez que l'état d'urgence sanitaire a été prorogé, mais la loi n'avait pas été totalement validée. Donc c'est en cours. C'est en cours de validation, je crois que ça devait être fait aujourd'hui. Donc, dans cette période-là, il y aura tout un accompagnement sur lequel, en tout cas, nous sommes prêts au niveau donc, de l'institution à jouer le jeu aux côtés des entrepreneurs pour les accompagner. Bon, je vous remercie de ces informations. De toute façon, on a fait un suivi avec vous pendant toute la crise. Donc, s'il faut, je sais que je fais confiance à la CCI pour qu'on puisse continuer à répondre à vos questions au cas où il y a des éléments qui ne sont pas très clairs ou qu'on n'a pas vraiment toutes les informations, puisque les dispositifs arrivent au fur et à mesure. Comme vous le disiez, il y a des choses qui sont en cours. Là, ils sont encore en train de travailler dessus. Alors, et le plan de relance aussi, qui est aussi en cours d'élaboration. Et qui est très lourd. Il y a des choses à venir, donc on attend encore de voir. D'accord. Et vous, monsieur Jean-Charles, parce que comment ça se passe? Parce que les agriculteurs, eux, ils ont continué de travailler pendant cette période de confinement. Donc ça se passe comment aujourd'hui pour eux? Alors, préciser qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, nous avons mis une cellule de crise en place. Disons, dès le début du mois d'avril, pour donner réponse aux problématiques des agriculteurs notamment, mais avant tout pour recueillir leurs difficultés immédiates, leurs difficultés à venir. D'accord. Donc les difficultés immédiates, je les ai exposées dans le premier discours que je tenais. Mais n'empêche que les difficultés vont venir maintenant avec le temps, puisqu'on se rend compte que la crise Covid va durer jusqu'au 10 juillet. Et vous parlez de qu'est-ce que les agriculteurs font avec les produits. Mais oui, les produits, c'est des denrées périssables. Les produits, c'est des denrées périssables, donc ils ne peuvent plus rien en faire. Oui. Vous avez vu un petit peu le geste malheureux d'agriculteurs, le geste de désespoir, de jeter des fruits et légumes dans les routes. Eh bien, c'est qu'on sait qu'on ne sait plus rien en faire, puisque c'est des produits à cycle de vie très court. Les laitues, c'est un jour, 2 jours. Si ce n'est pas vendu, si ce n'est pas consommé, on ne peut plus rien en faire. Pourquoi? Parce que je disais qu'il y a des agriculteurs, notamment individuels, rares organisations de producteurs, qui ont de faibles moyens logistiques. Il manque de structuration de chambres froides pour pouvoir conditionner leur récolte, après définir des plans d'écoulement, des plans de distribution. Alors nous, notre cellule d'accompagnement déjà, c'est de recueillir ces besoins pour essayer de gérer avec eux les difficultés administratives, les difficultés à venir aussi, avec des propositions de plan de relance pour cette agriculture un peu laissée de côté, mais qui contribue effectivement à la richesse et à nourrir la population. Donc, il y a sous l'aspect de reprise du travail, je ne peux pas dire de reprise du travail, mais de continuité du travail sur les exploitations. Il y a des fiches qui ont été diffusées au niveau du ministère du Travail, en fonction de thématiques. Donc j'invite les agriculteurs
tantôt qu'ils soient dans le système de vente directe, d'élevage, de produits maraîchers, etc., de travail sous les serres, etc., il y a des règles à suivre. Il y a des règles à suivre pour protéger les salariés, pour protéger les récoltes et pour assurer la sécurité sanitaire de ces produits-là lors de la distribution vers les consommateurs. Donc il faut aller sur le site du ministère du Travail. Mais nous, étant donné que nous avons un relais d'information sur le site web de la Chambre, c'est guadeloupe.chambragri.fr. Les agriculteurs pourront retrouver quelques fiches du ministère du Travail qui leur donneront des indications plus précises pour la mise en œuvre de leur activité dans des règles de sécurité sanitaire. Alors, question très simple. Aujourd'hui, c'est la rentrée aussi pour les écoliers. Est-ce que, par exemple, au niveau des cantines, vous avez peut-être prévu, je ne sais pas, peut-être commencer à négocier des choses pour que lors des réouvertures, ce soit vraiment des produits locaux et produits par nos agriculteurs pour éviter le plus possible de la perte ou pas? Comment vous avez... est-ce que vous travaillez sur ça? Entendons-nous, il y a des marchés. Il y a des entreprises qui ont souscrit des marchés avec les collectivités de restauration publique. Donc, cela, normalement, devrait pouvoir approvisionner régulièrement les collectivités ou bien les restaurations collectives pour la mise en place des plats pour les enfants. Mais sur cette activité, c'est essentiellement des produits pour les entrées ou bien les desserts. C'est des salades, des tomates, des melons certainement. Nous arrivons à la fin du melon, c'est le mois de mai, d'autres types de fruits et d'autres types de légumes. Mais tout ce qui est sous la viande, je sais qu'ils travaillent en conditionnement aussi avec les centres de découpe, c'est avoir en fonction des marchés à mettre en place. Maintenant, pour les autres activités de transformation, il y a lieu peut-être de renforcer la transformation de certains produits. Oui, plutôt que si on sait qu'on va se heurter... En fin de compte, il faut continuer à produire si on veut consommer local. Et qu'on apprenne à transformer. Mais oui, il faut qu'on continue à améliorer l'autosuffisance alimentaire. Donc, il faut inciter les agriculteurs à continuer à produire. Mais pour les inciter à continuer à produire, il faut trouver des débouchés, soit de transformation de leurs produits avec les unités industrielles ou artisanales de fruits et légumes qui existent. La transformation, les découpes de fruits et légumes, c'est des choses qui marchent très bien. Maintenant, la mise sous vide, la mise en surgélation, voilà. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que nous allons rentrer dans un schéma où le consommateur, au bout de 2 ou 3 mois, il ira vers des produits de substitution dans les GMS, dans les supérettes. Je n'ai rien contre ces produits-là. Mais ce sont des produits transformés le plus souvent qui viennent d'ailleurs. C'est les jus de fruits, les jus de légumes, les jus, etc. C'est les produits surgelés, de fruits et légumes aussi. Donc voilà, il faut relancer la production en frais si on veut rester dans cette logique de... guadeloupéenne qui est celle de dire que la Guadeloupe c'est une terre à vocation agricole et que les Guadeloupéens préfèrent consommer local qu'un produit importé. Alors, au début de la crise, on avait reçu, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Martin Char, qui nous avait fait un appel téléphonique, qui est délégué interministériel, et on lui avait demandé où ça en était au niveau de l'Europe, puisque l'Europe a eu une réunion, puisqu'il n'y a pas que nos agriculteurs qui souffrent de cette situation, et il devait y avoir quelque chose de mis en place pour les agriculteurs européens, sachant que nos départements en faisaient partie. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce fameux dispositif? Est-ce que vous savez s'il est passé, si c'est toujours en négociation, ou est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Alors, il ne faudrait pas que j'invente des choses non plus, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau local, il y a une filière qui a souffert. C'est la filière floriculture, les fleurs. D'accord. Les fleurs, actuellement, sont considérées comme un produit de luxe. Oui. Là, nous avons enregistré des chiffres d'affaires de... moins 100% pour les exploitants. Donc, sur ce volet floriculture, il y a effectivement du travail au niveau du ministère de l'Agriculture sous la filière horticole florale. D'accord. Donc, nos agriculteurs devraient se retrouver localement avec des dispositifs et ça, nous allons le suivre parce que nous avons des producteurs de fleurs
qui nous ont fait remonter leurs difficultés. Maintenant, il y a les dispositifs régionaux mis en place. Mais nous pensons que ça a été fait un petit peu dans l'urgence pour répondre à la problématique de mise en œuvre du plan de secours. Mais il y a d'autres plans. Il y a des plans de relance avec des choses vues en profondeur sur la structuration, la typologie des acteurs de la production. Il y a des filières aussi, on fait une approche produit. Il y a des produits qui ont bien marché. Le sucre a marché, le rhum a moins bien marché, les ventes de rhum ont moins bien marché. Vous voyez. Il y a les cultures d'exportation plus ou moins bien marché, mis à part le melon, mais la grande filière qu'on connaît... Par voie maritime, vous parlez. Exactement, la voie maritime. Il y a certaines filières qui ont bien fonctionné. Les filières qui ont pris le plus de coups, c'est les filières où les produits se dégradent très vite. C'est les fruits et légumes frais, etc. C'est l'horticulture, produits de luxe. Oui, sachant que tous les restaurants sont fermés. Tous les restaurants, les circuits, exactement, les circuits d'écoulement, voilà, les circuits d'écoulement sont fermés. Les restaurations, les points de vente avec le client, etc. En face à face, voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous savez, par rapport à ce que vous étiez en train de parler, par rapport aux conditions européennes, donc pour les fleurs, donc il y a quelque chose qui va être mis en place, mais pour les agriculteurs même de fruits et légumes, ou pour, je ne sais pas si on a des gens qui produisent encore de la viande, est-ce que eux, ils font être pris par ce dispositif, ou est-ce que vous ne savez pas du tout où ça en est? Vous savez, l'information que nous avons, c'est que les filières travaillent sur des remontées. D'accord. Sur des remontées de leurs difficultés immédiates et à venir pour essayer de mettre en place avec les acteurs publics des dispositifs de plan de relance. Mais il faut gérer le quotidien, c'est le quotidien qui compte. L'avenir aussi compte, mais il faut gérer le quotidien. Donc il faut donner aux agriculteurs en difficulté le choix de travailler, la possibilité de travailler, je dirais, pas dans les mêmes conditions qu'ils ont connues, mais les améliorer. Il y a la question de l'ouverture des marchés. C'est les communes maintenant, c'est dans la main des communes. Il faut que chacun qui a un peu de pouvoir réfléchissent avec les professionnels comment l'exercer, comment l'améliorer avec des dispositifs de sécurité sanitaire. Oui, ça devrait pas être compliqué à mettre en place, sachant qu'il y a des marchés qui sont restés ouverts dans d'autres lieux, donc ça ne devrait pas être compliqué à mettre en place. Est-ce que vous avez un contact, ou tout à l'heure vous disiez que vous aviez le site internet, mais comme vous avez aussi mis plusieurs dispositifs en place, est-ce que vous avez un numéro peut-être, ou bien plusieurs contacts à nous communiquer pour que les gens puissent se renseigner? Nous avons mis en place avec... déjà sur le site internet, nous avons un relais d'information. guadeloupe.chambagri.fr. Il y a de l'information, les formulaires, les dispositifs mis en place au niveau national, au niveau régional aussi. D'accord. Nous avons mis aussi une cellule de crise à disposition des agriculteurs. Et sur le site internet, il y a au moins 5 ou 6 conseillers qui peuvent aider les agriculteurs à relancer leur outil avec des conseils sur, je dirais, la mise en place du dispositif 1 500 €, s'ils sont éligibles avec leurs obligations fiscales et sociales, etc. Mais pour les obligations, excusez-moi de vous couper, alors il me semble, mais arrêtez-moi si je me trompe, que la région justement a sorti un dispositif pour rectifier le tir, puisqu'il y avait beaucoup d'entreprises, de petites entreprises ou agriculteurs qui n'étaient justement pas à charge, et que la région a mis en place un dispositif spécial pour les gens justement qui n'ont pas pu bénéficier des droits auxquels des choses auxquelles ils ont eu droit par rapport à cette histoire de charge. Est-ce que c'est ça ou pas? Il me semblait que dans l'intervention de la région, il était question des effectifs en salariés, je crois. C'était le nombre de salariés. Les obligations fiscales et sociales, il me semble que non. Je ne sais pas, peut-être que j'oublie. Mais il faudrait bien poser la question. Oui. Mais pour l'agriculture, et d'une manière générale, le dispositif, il a très peu évolué du point de vue national. Les choses qui ont évolué, c'est d'accorder aux agriculteurs en exploitation commune, les groupements d'agriculteurs en exploitation commune, de pouvoir adhérer au dispositif à partir du 15 avril jusqu'au 30 mai. Donc, ils peuvent aller sur impôt.gouv.fr, remplir effectivement. Mais
le dispositif, il est, je dirais, un petit peu, c'est pas vicieux, mais il y a plusieurs. Dans l'aide du Fonds Solidarité, il y a le premier volet, le volet 1. Et pour être éligible au deuxième volet, il faut être éligible au premier volet. D'accord. Donc, du coup, s'il y a moins d'agriculteurs qui étaient concernés au niveau du volet 1, on va s'attendre à qu'il y ait moins de mobilisation des fonds financiers sur le volet 2. Et c'est là que, localement, il devrait y avoir, à partir des remontées que nous allons faire des besoins des agriculteurs, il y aurait possibilité d'étudier. Je pense que les pouvoirs publics vont se pencher sur une nouvelle manière de mieux accompagner les agriculteurs qui hors de ces dispositifs. Bon, je vous remercie pour cette information. Donc ça aussi, on pourra suivre ça maintenant qu'on a votre contact. On pourra suivre cette évolution afin que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Donc là, merci de vos interventions. Donc aujourd'hui, on reçoit les 3 chambres consulaires. Donc tout à l'heure, après la publicité, on va recevoir la chambre des métiers. Donc est-ce que vous avez un léger mot rapide pour la fin? D'abord, vous remercier de nous avoir encore donné l'opportunité d'expliquer et de dire ce que la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe a mis en place pour demeurer aux côtés donc, de ces entrepreneurs, aux côtés de ces ressortissants, pour les accompagner dans cette sortie de crise, parce que bon, le chemin, comme on dit, est ardu, mais il convient donc de les accompagner. Et donc la CCI met tout en œuvre avec ses partenaires pour accompagner cette sortie de crise dans les meilleures conditions possibles. Donc que les personnes n'hésitent pas. Et donc je rappelle encore le numéro vert 0800 111 971 pour toute information sur l'accompagnement de la cellule de crise de la CCI. D'accord, merci. Une seconde pour vous, allez-y. La seconde, c'est déjà pour dire aux agriculteurs de résister. Résister dans ce quotidien difficile et de soutenir effectivement leur activité avec des plans de production qu'ils peuvent gérer le plus facilement possible. En principe, si vous avez de l'eau, vous pouvez mettre en place des cultures de diversification et aspirer de la trésorerie. N'empêche que la grosse question pour nous, c'est le maintien de cette autosuffisance et de cette sécurité alimentaire. Voilà. D'accord. Je vous remercie en tout cas. On doit rendre l'antenne comme on dit. À tout à l'heure après cette page publicitaire. Alors bonsoir à tous, un retour sur votre plateau Entre Proms. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui en émission spéciale, on va dire, chambre consulaire, puisque nous avons reçu les intervenants qui ont été chargés de mettre en place les différents dispositifs afin de vous accompagner au mieux dans les différentes aides nécessaires dont vous aviez besoin pour passer cette crise Covid-19 que nous avons suivie au mieux. Et avec nous cet après-midi, donc pour notre dernier plateau, donc le deuxième, effectivement, Monsieur Gabriel Foy, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc bonsoir, Monsieur Foy. Bonsoir Sabine et bonsoir les téléspectateurs de Canal 10. Comment allez-vous? Là, je suis obligée de vous poser la question parce que vous avez beaucoup couru, on vous a beaucoup suivi, vous avez fait beaucoup de choses pour les artisans. Donc comment, aujourd'hui, c'est la rentrée, on va dire? C'est vrai que depuis ce matin, ça court de partout. Oui. Parce que nous étions un petit peu à Jarry avec le président de région, la CCI, l'UDE-MEDEF, donc pour prendre un petit peu la température et ça ne finit pas. Ensuite, j'avais une visioconférence pour faire quand même la rentrée avec des agents de la Chambre des métiers ce matin sur le site de Basse-Terre et au Rézet. Donc nous avons fait une visioconférence, ensuite enchaîner les réunions de travail pour aussi faire l'ouverture pour les autres agents en fin de semaine. Donc, il est là cet après-midi sur le plateau pour continuer. Et c'est pas fini, mais bon, c'est vrai que la reprise, tout le monde l'attendait, surtout les artisans qui ont été contraints de fermer. Et qu'aujourd'hui, nous devons être là pour les accompagner. Et toute la semaine, mon équipe et moi-même, les élus et les agents, nous irons à la rencontre des artisans pour prendre la température et surtout leur apporter notre soutien indéfectible et faire en sorte que la Chambre soit à leur côté parce que le service Covid existe toujours et doit continuer, doit se pérenniser parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir le public. Pas avant jeudi, parce que nous attendons quand même l'attribution des masques, des protections qui doivent arriver normalement demain matin.
On m'a dit que cet après-midi, mais je préfère attendre demain matin pour justement recevoir le public jeudi. Donc, entre-temps, nous avons quand même fait la rentrée ce matin et mis en place des horaires aménagés pour que le service fonctionne et surtout être à l'écoute des artisans. D'accord. Alors, point important, il fallait absolument que je vous pose la question. Donc, les charges, finalement, puisque c'est sur le plateau que vous avez demandé l'annulation des charges, qu'on était avec le directeur de la DGE. C'est ça. Donc, au niveau du service, du ministère, des Finances. Hein. Donc, où ça en est concrètement? Ça a été annulé ou pas? Parce que j'ai entendu que c'est annulé, mais c'est pas encore passé. Donc comment ça se passe? Le décret n'est pas tout à fait sorti. D'accord. Et il y a un proverbe créole qui dit c'est un bec pas en fal. Oui. Donc, je ne suis pas encore satisfait. Pourquoi? Parce que on a encore une fois sectarisé, c'est-à-dire certaines professions. Les professions qui ont été contraintes de fermer, ceux-là vont bénéficier des charges sociales et fiscales. Par contre, ceux qui ont perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires, ceux qui, même dans l'alimentation ou d'autres, qu'on a forcé de fermer, aujourd'hui, on n'a pas encore les réponses. Donc, c'est pour cette raison, et je suis dans la même lignée depuis le début, j'ai demandé, et aujourd'hui toutes les organisations aussi demandent, à ce que l'État prenne en compte les charges sociales et fiscales pour l'année 2020. C'est en bonne voie, j'espère arriver à bon port et parce que c'est dans l'intérêt de tout un chacun et de l'économie guadeloupéenne de s'en sortir le mieux possible. D'accord. Bon, je vous remercie pour ces informations. On va aller donc dire bonjour à monsieur Gustave Biram, qui est secrétaire général de l'UNSA Éducation Guadeloupe, puisqu'aujourd'hui c'est la rentrée aussi pour le corps enseignant et pour les élèves. Donc il va nous expliquer un petit peu tout à l'heure comment ça s'est passé, mais tout d'abord on voulait déjà vous présenter cet intervenant. Monsieur Biram, bonjour, vous nous entendez? Monsieur Biram? Non, est-ce que... Bon, le temps qu'on règle peut-être ce petit problème technique, puisque là on va vous parler aussi, puisque c'est un syndicat, donc les écoles sont censées rouvrir. Comme vous avez vu ce matin, il y a eu les plénières, ça a beaucoup parlé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va nous expliquer ça un petit peu tout à l'heure. Alors pour en revenir à la Chambre des métiers, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ce matin au niveau des ouvertures? Est-ce que les artisans arrive à mettre en place ou à faire appliquer les fameuses fiches et les fameuses mesures qu'il faut faire? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu les artisans. Le public, pour l'instant, on ne peut pas les recevoir, ce n'est pas avant jeudi, parce que nous sommes en train de finaliser les mesures barrières qui doivent être mises en place. Je sors de la chambre il n'y a pas plus d'une demi-heure. Effectivement, les agents ont commencé à mettre les mesures barrières et nous attendons le reste du matériel pour finaliser, pour recevoir en toute sécurité les artisans qui vont venir à la Chambre des métiers pour faire leur déclaration au CFE. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la Chambre, nous préconisons surtout la poursuite, comme on dit, du groupe Covid qu'on a mis en place, surtout pour sensibiliser qu'aujourd'hui, les artisans, c'est plus facile pour nous de leur répondre par téléphone, leur donner des informations que de venir sur place, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que nous devons nous réadapter, nous réorganiser, et c'est pas évident, parce que vous savez très bien que la Chambre n'a pas de salle de 200 mètres carrés pour vraiment mettre en place les mesures barrières, et je voudrais pas que demain matin, les artisans attendent sous le soleil, parce qu'on a une petite salle. Donc, nous facilitons les choses, et leur demandons surtout de ne pas arrêter de nous téléphoner avec la cellule que nous avons mis en place, qui continue toujours, et pour leur permettre de répondre à toutes leurs doléances. Il faut savoir aujourd'hui qu'aujourd'hui c'était la rentrée des agents, donc nous avons effectivement fait plusieurs réunions en amont pour bien expliquer les choses. Ça a été très bien accueilli ce matin,
tout en sachant que, vous savez, c'est une crise qui est mondiale, c'est une première. Donc, il n'y avait vraiment pas d'autre chose avant. Donc, nous devons réapprendre à ne pas se saluer, à ne pas se dire bonjour en s'embrassant. Donc, c'est un peu compliqué pour des agents qui ont plus de 30 ans de métier et qui côtoient les gens depuis plus de 25-30 ans, du jour au lendemain, de se regarder, de dire bonjour, de secouer la tête. Donc, ce matin, c'est un petit peu bizarre, entre guillemets, mais bon, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Et j'ai vu quand même des agents qui étaient contents de retrouver leur poste de travail, qu'ils ont envie vraiment de travailler et surtout de sauver la chambre et les artisans. Bon, très bien. Donc, on repart du côté de M. Biram. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, il y a une fausse madame. Bonsoir. Oui, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors, je ne vous entends pas très bien. Vous m'entendez bien, vous, c'est bon? Je vous entends très bien, moi. Bon, super. Alors, Monsieur Biram, je vous laisse vous présenter. Vous êtes, comme je disais, vous êtes secrétaire général. Justement, le président de la Chambre parlait d'artisans, enfin de centres de formation. Il y a les apprentis. Comment se passe la rentrée? Comment ça se passe au niveau des professeurs? Est-ce que vous avez des informations dans les écoles? Parce que vous aussi, vous avez reçu les fameuses fiches techniques dont on a parlé aujourd'hui. Oui, donc il faut dire que si au niveau des artisans, ils sont pressés de reprendre, nous, au niveau de l'UNICEF Éducation, et je dirais même au niveau des autres organisations syndicales, nous avons demandé aux collègues en fait, d'être très prudents par rapport à cette rentrée. Il faut savoir que normalement, ce déconfinement, je dirais cette fin de confinement, pour nous, ça se passe trop tôt. Ça se passe trop tôt parce que nous ne voulons surtout pas qu'une nouvelle infestation se renouvelle et qu'à ce moment-là, que le virus reparte. Fort de ça, nous avons donc à un moment donné contacté les maires, on a discuté avec eux, et d'ailleurs il y a eu une CTAP qui s'est déroulée lundi de la semaine dernière, où lors de cette CTAP, eh bien, la quasi-totalité des maires, sauf 3, ont décidé de ne pas rouvrir de maintenir les écoles fermées. Voilà. Il faut savoir que contrairement à ce qui se passe au niveau de la région ou au niveau du département, les maires ont aussi cette fonction de police, parce que c'est le premier officier de police judiciaire de la commune, et les maires ont la possibilité de fermer leur école. Et pourquoi nous avons demandé ceci? Parce que nous avons estimé que malgré le protocole, les principales mesures qui étaient préconisées dans, je dirais à la fois, dans la note de service du ministre et reprécisées par le recteur, eh bien ces mesures-là n'étaient pas suffisantes pour pouvoir avoir une rentrée convenable. Notamment, lorsque vous regardez la première mesure barrière. Cette première mesure barrière, il faut se laver les mains de façon régulière. Oui, il n'y a pas d'eau. Or, nous savons qu'au niveau de la Guadeloupe, d'ailleurs, ça fait des années que le problème dure au niveau des écoles, des lycées, des collèges, au niveau aussi des particuliers, on a un gros problème d'eau. Comment peut-on avoir besoin de l'eau pratiquement toute la journée? Il faut pratiquement se laver les mains, je dirais, à chaque heure, si ce n'est pas plus. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas du gel hydroalcoolique qu'on va mettre à la disposition des enfants toute la journée. Donc, ça c'était déjà, je dirais, le principal problème. Comment faire aussi, au niveau des enfants, que les enfants ne se touchent pas? Des enfants de CP, des enfants du primaire, des enfants du cours élémentaire. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est à chaque fois qu'ils se touchent. Or, nous savons très bien que si les enfants sont peu symptomatiques, ou voire asymptomatiques, mais que ces enfants-là ont des parents qui pourront transmettre ça à leurs parents, voire les grands-parents. Et on sait très bien que des personnes qui ont des comorbidités, ou alors des personnes qui dépassent 65 ans, ce sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables, et qu'à ce moment-là, ces personnes-là risquent leur santé, je dirais même voire leur vie. Alors, fort de tout ça, nous avons donc demandé aux collègues de ne pas faire cette rentrée, en tout cas pour le moment. Donc, ils ont utilisé leur droit de retrait. Voilà. Donc, on demande... Maintenant, ils n'ont pas tellement eu à utiliser leur droit de retrait, étant donné que dans la plupart des communes, eh bien, les maires ont décidé de fermer. Oui, d'accord. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est 3 communes. Donc, nous sommes en train d'attendre, je dis, la réaction des collègues. Ils ont un certain nombre de remontées à nous faire pour savoir comment ça s'est déroulé aujourd'hui. Et ce n'est pas que nous ne sommes pas conscients du fait que l'école, c'est quelque chose, je dirais, d'essentiel
pour les enfants, pour nous enseignants, pour les parents. Mais lorsqu'on fait la balance, lorsqu'on utilise entre le risque pour la santé et le risque pour, je dirais, l'école, nous disons que par au-dessus tout, la vie, c'est la chose la plus importante qui existe au monde, c'est la chose la plus importante qui existe pour chaque individu, et on ne peut pas risquer la vie de certain nombre de nos compatriotes. D'autant plus que lorsqu'on regarde les mesures qui sont prises au niveau de la France, on vous dit qu'il faut qu'on s'arrange pour qu'il y ait un certain nombre de places vides dans les hôpitaux pour qu'en cas d'épidémie ou de pandémie, on puisse être capable de soigner les gens. Je dirais que nous avons eu beaucoup de chance en Guadeloupe. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, l'hôpital n'a jamais été débordé. Oui, il n'a jamais été débordé. Mais nous savons très bien que si les choses repartent et que les choses repartent, je dirais à grande vitesse. Nous avons un hôpital qui, depuis l'incendie, n'est pas capable d'assurer une épidémie importante. Nous savons aussi de notre côté que ce qui s'est passé en France, notamment dans le Grand Est, notamment en Île-de-France, c'est-à-dire que quand les hôpitaux ont commencé à être débordés, on a pu prendre des personnes, les emmener au Luxembourg, les emmener en Allemagne, les emmener dans d'autres pays voisins, et qu'en Guadeloupe, le problème c'est que si on ne peut pas soigner ces personnes-là sur place, qu'est-ce qu'on va faire avec? On sera obligé de choisir entre ceux qui sont, je dirais, qui semblent être les plus portants et ceux qui semblent être le moins portants. C'est vrai que le recteur fait pression, c'est vrai que le préfet aussi fait pression. Nous disons que ce sont le rôle, ce sont les représentants de l'État. Et c'est vrai que si on doit choisir, même au niveau de l'hôpital, on n'a rien contre le recteur, au contraire, on lui parle très bien, nous, à l'Université d'éducation, bien que très souvent on a nos divergences. Mais nous disons très bien que s'il faut choisir, si l'hôpital même doit choisir entre un haut représentant de l'État et un Guadeloupéen lambda, je dirais, eh bien, quand il n'y aura pas de place pour cette personne qui a 80 ans, qui aurait pu être sauvée parce que s'il était bien pris en charge, etc., on va peut-être s'arranger pour enlever quelqu'un, pour mettre d'autres personnes plus importantes. Et nous ne voulons surtout pas, mais je dirais surtout pas, que l'hôpital ait à choisir entre un certain nombre de citoyens pour, je dirais juste choisir qui est-ce qu'on garde là, parce que tout simplement l'hôpital n'a pas les moyens pour pouvoir travailler convenablement. Donc c'est pour ça que nous avons... On a bien compris. Au niveau des dispositifs, des fiches que vous avez reçues, est-ce que vous trouvez, donc mis à part le fait qu'il n'y ait pas d'eau, tout à l'heure vous nous avez dit que les salles sont trop petites, est-ce que vous pensez que c'est applicable concrètement? Est-ce que les professeurs, puisque par exemple là on a vu qu'il y a 3 communes qui ont décidé d'ouvrir, est-ce que dans ce corps de métier c'est pratique? Est-ce que vous arrivez à appliquer ce qui a été demandé par le ministère? Je dirais que la fiche, cela sert de guide, hein, donc, mais nous ne pensons pas que les établissements, à leur ouverture, notamment, je dirais, pour le second degré, ça se passera la semaine prochaine pour les 6e et les 5e, nous ne voyons pas comment tous les établissements pourront appliquer cette fiche-là, je dirais, convenablement. Le nombre d'élèves par établissement. Il y a toujours des problèmes. Lorsqu'on regarde, on demande à ce que les élèves soient à peu près à 15 par salle. 15 par salle, si on respecte les 4 mètres carrés minimum par élève, il faut avoir déjà 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, le maître ou bien le prof n'est pas encore comptabilisé dans cette surface. Donc il faut beaucoup plus. Les établissements de Guadeloupe n'ont pas beaucoup de salles qui font ceci. Les salles polyvalentes, les grandes salles, on fait de grandes réunions, d'accord. Ensuite, on nous dit effectivement on va baisser. Le rectorat propose qu'il y ait 9, 10 élèves par classe. D'accord. Mais ensuite, après, vous avez la récréation. Si les premiers jours, les gens pourront être vigilants pour empêcher que les élèves se rencontrent dans la récréation, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Les élèves vont se rencontrer, les élèves vont se toucher. Il y a le problème des transports scolaires. Comment faire respecter ces distanciations dans les transports scolaires? Nous voyons aujourd'hui, il y a une ouverture en France au niveau du métro. On me dit que ce n'est pas la même chose, ça c'est vrai. Mais nous, notre métro, je disais, ce sont les transports scolaires.
on a quand même pu constater qu'aujourd'hui, il y a des moments où il y avait trop de gens. Oui. Ce sera la même chose aussi au niveau de la Guadeloupe. Et lorsqu'on regarde un certain nombre d'études qui ont été menées, je dirais que premièrement, le conseil scientifique a demandé de ne pas rouvrir les écoles le 11 mai. Le gouvernement a pris une décision politique et ils ont regardé, je dirais, plus l'économie que la santé. Et à ce moment-là, ils ont décidé de rouvrir. Mais les études du conseil scientifique nous montrent que même dans le cas où les choses sont bien respectées, on risque de repartir avec cette pandémie. Lorsqu'on a décidé de confiner, à l'époque, on disait que le R0, c'est comme ça qu'on appelle le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qui contaminent d'autres personnes, était entre 3 et 4. Pour une image bien précise, un R0 de 3 ou 4, cela veut dire que 10 personnes contaminent entre 30 et 40 personnes. Il fallait baisser ce R0 et confiner. Aujourd'hui, on est à 10 personnes qui contaminent 6 personnes, ce qui veut dire que le nombre de cas diminue. Si ce R0 repart et ce R0 se trouve au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'une personne contamine plus d'une personne, eh bien on repart exactement de la même façon. Et si on repart de la même façon, c'est-à-dire qu'on sera obligé de reconfiner. Et si on reconfine, ce qui veut dire que ce problème qui aurait pu être géré convenablement en reprenant un petit peu plus tard, en attendant que, je dirais, les choses descendent le plus bas possible, eh bien, si on est obligé de reconfiner, on peut repartir pour 2 mois encore et pour 3 mois. Moi, j'espère quand même que les choses n'iront pas dans ce sens-là. J'espère déjà que toutes les mesures seront bien respectées. Malheureusement, je ne suis pas sûr, et loin de là, que ce soit une sage décision que certains ont adoptée de rouvrir les écoles malgré tous ces problèmes. Lorsqu'on regarde à Petit-Bourg, encore une fois, que des personnes ont appelé ce matin et qui disaient sur un certain nombre de médias que ça fait 4 jours qu'il n'y a pas d'eau à Petit-Bourg, ils ont envoyé l'eau ce matin. On ne sait pas si demain, il y aura pas encore des coupures d'eau. Nous, au niveau de l'UNICEF Éducation, nous disons, mieux vaut ne pas jouer avec le feu. D'accord, je vous remercie de votre intervention en tout cas. On fera un suivi quand même de cette histoire avec vous assez peut-être régulièrement pour savoir, pour palper un peu le pouls et pour savoir un petit peu comment ça se passe dans les écoles. Donc merci beaucoup de votre intervention et on reviendra vers vous pour une prochaine émission. Donc, Monsieur Foy, donc comme vous l'avez entendu, dans le corps de métier, enfin au niveau des écoles, c'est tout un tas de problèmes. Les artisans, eux, ce sont des adultes, hein, donc ils peuvent gérer tout ce qui est mesures barrières. Comment ça s'est passé ce matin techniquement? Est-ce qu'ils ont, parce qu'il y a des choses qu'il faut acheter, ça veut dire que c'est de l'argent qu'il faut investir. Tout à l'heure, je demandais, lorsqu'il y avait les anciennes chambres, est-ce que tout le monde a reçu le financement? Puisque lorsqu'on va, on doit réinvestir, il faut bien avoir l'argent de quelque part. Donc est-ce que l'État a enfin, ou la Diète a enfin fini les paiements, ou comment ça se passe? Non, les paiements continuent toujours parce que, pas plus tard que ce week-end, il y en a qui ont reçu le chômage partiel du mois de mars. Donc, ce qui veut dire que ça arrive tranquillement. Il faut se dire qu'effectivement, la reprise, à la date d'aujourd'hui, il fallait bien qu'il y ait une reprise tôt ou tard pour sauver ce qui reste à sauver pour les entreprises. Aujourd'hui, les mesures barrières, ils ont un coût. C'est ça. Il y a un coût faramineux. Qu'aujourd'hui, les entreprises, encore une fois, ont perdu de l'argent, beaucoup d'argent, à 100% pour ceux qui sont restés fermés, ceux qui sont restés ouverts à 70%, 60%, voire même 80%, mais quand même, ils doivent mettre en place des mesures barrières. Qui dit mesures barrières? Gel hydroalcoolique, gants pour certains corps de métier, masques, visières, plexiglas pour les séparations au sol, pour plus d'1 mètre. Ensuite, il faut retrouver, vous savez qu'avec l'inflation aujourd'hui, vous avez des visières de 8 € jusqu'à 20 € aujourd'hui. Vous voyez? Surtout pour une entreprise. Je prends un exemple, les taxiteurs aujourd'hui, ils n'ont pas d'aide, à part les 1 500 € pour l'instant. Ils doivent s'organiser parce que pour mettre des plexiglas derrière, parce que l'État le demande. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas augmenter le prix du transport parce que c'est régulé par l'État. Oui.
Et c'est pour cette raison, encore une fois, le Covid permet à des entreprises d'être encore plus en difficulté. Et c'est pour cette raison que je demande encore une fois à l'État de jouer le jeu, parce que ces entreprises ne pourront pas tenir. Que ce soit les taxiteurs aujourd'hui qu'on demande d'être en règle, d'avoir même des masques pour le client qui va monter à bord, il y a un coût. Surtout, ils n'ont pas travaillé depuis le mois de février avec la fermeture de l'aéroport, du port pour les touristes, des bateaux de croisière, et ils ne sont pas prêts de travailler avant le mois de novembre, voire décembre. Les entreprises qui ont ouvert aujourd'hui, effectivement, il y en a qui sont en train de s'organiser pour mettre en place les mesures barrières. Il y en a qui ont mis déjà aussi. J'ai appelé 4 ou 5 coiffeurs ce matin, qu'ils étaient fermés en général le lundi, ils sont obligés d'ouvrir le lundi pour étaler, même pas pour rattraper, c'est pour étaler les journées de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coiffeur qui travaille du lundi au vendredi va travailler du lundi au samedi, voire même peut-être le dimanche. Donc, étaler les jours, aussi, mais pas forcément avoir plus de clients parce qu'on est obligé de prendre des clients sur commande. D'accord. Impossible d'avoir 4-5 personnes en attente dans le salon parce qu'aujourd'hui, il y a les mesures barrières qui font que... Voilà. Donc, les esthéticiennes, je les ai appelées pareil ce matin. Les fleuristes, c'est pareil ce matin. Ils me disent qu'aujourd'hui, pour l'instant, nous n'avons pas, entre guillemets, des fleurs qui viennent de métropole parce que ce n'est pas la priorité. Donc, ils doivent se réorganiser pour trouver des fleurs tropicaux pour achalander leur vitrine. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, l'artisan est obligé de se réorganiser pour pérenniser son entreprise. D'accord. Question. Alors, tout à l'heure, on disait qu'il y a des gens qui ont touché seulement samedi. Si une entreprise est dans le cas, si un artisan est dans le cas où il vient juste de toucher l'argent qu'il a avancé, est-ce qu'il peut rester quand même au chômage partiel et il n'est pas obligé d'ouvrir aujourd'hui à la date du 11 mai ou comment ça se passe? Alors là, aujourd'hui, effectivement, l'État a mis en place un délai, donc jusqu'au 11 mai. Pour les entreprises qui ne peuvent pas ouvrir, c'est uniquement ce qu'a défini l'État, en fait. Les hôtels, les restaurants, les cafés, les bars. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, le fleuriste qui veut rester fermé. Mais oui, parce que s'il n'a pas de clients, parce qu'il n'a pas de clients, ça va manipuler sa société de rester ouvert quand même. Je suis d'accord et tout, mais l'État vous dira, écoute, à partir du 11, il y a eu le déconfinement, donc le chômage partiel. Après, le chômage partiel va jusqu'au mois de juin. Oui, il est maintenu, voilà. Il est maintenu jusqu'au mois de juin et prolongé pour les autres. Tout ce qui est, comme je viens de le dire, tout ce qui est attrait au tourisme. Je prends un exemple, les taxiteurs qui sont pour moi attrait au tourisme, ils ne rentrent pas dans ce dispositif, ce qui n'est pas normal. Voyez? Donc, et c'est ce que je dis encore une fois, je ne voudrais pas qu'il y ait de discrimination. C'est pour cette raison que j'appelle de mes vœux solennellement à ce que l'État prenne en compte toutes les charges sociales et fiscales de toutes les entreprises qui ont été fermées et qui sont fermées et qui vont souffrir de cette crise jusqu'en décembre. Je préfère qu'aujourd'hui, qu'on ne paye pas des charges sociales et fiscales, mais qu'on conserve les emplois. Oui, sachant que les emplois, le travail, c'est ce qui paye quand même notre système. Et c'est ça, et voilà, et c'est ce que je dis. Ça coûtera, sincèrement, moins cher à l'État de prendre en charge les charges sociales et fiscales, parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on dépense aujourd'hui, tout ce que l'État met en place... mais il y a toujours la TVA. Ils vont le récupérer. Mais bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, oui. Qui ne le récupère pas aujourd'hui, mais 2021, 2022, 2023, ça va être répercuté sur le gasoil, sur les impôts. Donc, aujourd'hui, le mieux pour moi, c'est de dire, bon voilà, messieurs chefs d'entreprise, on met en place une prise en charge des charges sociales et fiscales. Par contre, pas de licenciement. Oui, effectivement. Voilà. Au moins, ça, c'est clair et net pour tout un chacun. Et il n'y aura aucun patron qui va se défiler pour dire, voilà. Et c'est là qu'aujourd'hui, que je dis, il y a des entreprises qui ne vont pas pouvoir tenir. Parce que quand tu fais un report de charge et que tu n'as pas le report, ça veut dire que demain matin, il faudra le payer, mais tu n'as pas eu le chiffre. Il y a peu d'argent qui est rentré, c'est ça. Voilà. Et pire, ça veut dire que si l'État force, d'après ce que je comprends, ils sont obligés d'ouvrir. Donc ça veut dire que si l'État force les entreprises à ouvrir et qu'il n'y a pas de clients, ça coûte plus cher de rester ouvert que de fermer, en fait. Il faut bien que les gens comprennent. Alors, je sais pas, lorsque vous n'avez pas de clients et que vous avez des employés, vous devez payer l'électricité, la lumière, le chauffage, tous les frais, et plus les employés que vous faites venir. Je prends un cas. Vous savez,
j'ai des entreprises. Je suis à Jarry, je prends un exemple à la Marina, qui est dans une zone très touristique, où les 90% des commerçants, des restaurateurs vivent location de voitures, restaurateurs, bars, etc. On vit du tourisme de la Marina. Oui. Aujourd'hui, la Marina, c'est une zone morte. Oui. Quand je vois que je fais 20% de mon chiffre et je suis obligé de rester ouvert, je suis de l'alimentation. Le patron que je suis, mettez-vous à ma place. Ou j'ai des employés, j'ai des charges fixes, des frais fixes, qui sont supérieurs au chiffre d'affaires que vous faites journalièrement. Vous fermez, c'est votre droit de fermer. Mais l'État vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez rester ouvert. Mais rester ouvert pour quelles raisons parfois? Donc vous pouvez tenir 1 mois, 2 mois, mais on ne pourra pas tenir jusqu'au mois d'octobre, novembre, quand les touristes... Vous voyez, donc tout ce qui a trait au tourisme, les transports qui sont, par exemple, je ne vais pas vous faire la publicité, les bateaux qui font le tour de la mangrove, tout ça, mais ils sont tous au chômage aujourd'hui. Oui. Par contre, ça, pareil, les clubs de plongée, c'est un ensemble de choses. Et c'est une vie. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dit dernièrement sur ce plateau, mais il faudrait qu'on réinvente. Oui. Il faudrait qu'on se réinvente. C'est-à-dire que nous, il faudrait peut-être, nous, Guadeloupéens, nous accaparons d'aller visiter la mangrove. Je suis sûr que sur les 400 000 Guadeloupéens, il y en a qui n'ont peut-être jamais été au centre, qui n'ont jamais été à la mangrove, qui n'ont jamais... allons nous approprier aujourd'hui notre pays, de découvrir notre pays et de faire circuler l'économie circulaire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le touriste qui viendra à la Marina, ce sera le touriste guadeloupéen ou martiniquais qui viendront pour... Je sais que ça ne va pas suffire, mais commençons par là, et après, je pense qu'après le déconfinement national, on pourra récupérer ou faire venir des touristes de métropole pour vraiment continuer. Mais n'attendons pas trop non plus, je dis pas sur l'État, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas nos responsabilités, c'est le moment pour dire... Il serait bien qu'on les prenne justement, voilà. On ne demande que ça. Donc, effectivement. Alors, pour en revenir encore à ces fameuses fiches, puisqu'on en a parlé aussi avec les précédentes chambres consulaires qui sont passées, est-ce que les gens arrivent à appliquer ça concrètement? Parce qu'en plus, au niveau de la Chambre des métiers, il me semble qu'il y a vraiment une fiche pour chaque corps de métier. C'est ça, tout à fait. Les boulangers... tout à fait. Alors après, ils se rejoignent. Vous savez, les fiches pour tout ce qui est sur la boulangerie concernant les gestes barrières, les mesures barrières, etc., c'est presque pareil pour tout le monde. D'accord. Ils étaient même obligés de faire des fiches. Voilà, alors ils ont fait des fiches. Après, il y a des détails. C'est-à-dire que celui qui est chez le coiffeur, il est obligé de se laver les mains plus souvent, mettre des masques pour les clients qui attendent. Le coiffeur, c'est pareil. Vous voyez, donc, parce qu'il touche la personne. Vous voyez, de mettre des gants. Donc, pourquoi ils ont voulu mettre des fiches? C'est parce qu'il y a des métiers où il y a le contact avec le client est plus proche que, par exemple, en boulangerie. Vous voyez, en boulangerie, il y a une séparation, je prends un exemple chez moi, il y a une séparation entre la caisse où on ne touche pas l'argent, c'est l'appareil, on le met directement dans l'appareil, donc il y a les mesures barrières d'office où on ne touche pas. Tandis que chez le coiffeur, l'esthéticienne, on touche les mains, on touche les ongles, donc c'est un peu plus délicat. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis des fiches par secteur et par métier. Pardon. Donc, tout un chacun, nous avons envoyé ces fiches aux différentes organisations professionnelles et aux artisans. On a mis sur le site de la Chambre des métiers. Et c'est pour cette raison que j'ai donné comme mission à mon directeur de la relance économique, M. Ramsamy, justement d'envoyer tous les éléments pour les organisations professionnelles, ou moi-même, je les appellerai personnellement aussi pour justement prendre la température, pour voir comment ça se passe, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chambre aujourd'hui doit être encore plus près de ses artisans. C'est pour cette raison que nous avons beaucoup de travail à faire ce mois-ci, à aller vers les artisans aujourd'hui, à aller prendre la température pour voir
même si nous savons comment ça s'est passé, parce que nous avons quand même reçu plus de 2000 appels, nous sommes suivis sur les réseaux sociaux pour plus de 10 000 personnes, donc ce qui veut dire qu'il y a eu un engouement et les gens aussi étaient inquiets. Oui. Donc le travail doit continuer et c'est pour cette raison que nous irons vers les artisans très prochainement, cette semaine et la semaine prochaine. Nous irons dans les îles aussi, parce qu'il faut, la Guadeloupe aussi c'est les îles, donc très prochainement nous irons à Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Désirade et un peu plus loin Marie-Galante. Marie-Galante c'est dans 15 jours, il faut attendre le déconfinement pour les bateaux. Donc, aller vers les artisans pour justement les écouter et aussi faire face avec eux par rapport à leurs difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Chambre des métiers, justement, a mis un plan de relance. Et dans ce plan de relance que nous sommes en train de définir, je pense que d'ici vendredi, nous l'aurons terminé, parce que nous attendons les retours, les remontées de toutes les organisations professionnelles. D'accord, tout le monde. Génial. Avec M. Ramsamy, je dois moi-même aussi appeler les organisations professionnelles pour voir s'ils ont bien reçu les éléments, pour justement leur demander de faire des remontées. Vous savez, le président que je suis, s'il n'a pas d'informations, d'éléments, je pourrais très bien faire du copier-coller. Donc nous avons. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'aujourd'hui nous avons aussi le plan de relance national. Mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes en Guadeloupe. Donc il faut l'adapter, comme on dit, à notre territoire. Donc c'est pour cette raison que nous avons quand même déjà beaucoup de retours des organisations professionnelles et que ça va continuer toute la semaine pour présenter ce plan de relance à la région, au CMA France et à l'État pour dire bon voilà ce que nous voulons pour l'artisanat guadeloupéen, changer la donne, mettre en place la numérisation, mettre vraiment un portail numérique. Vraiment, je pense que cette crise va nous permettre de travailler différemment, travailler ensemble, plus intelligemment et aussi apporter d'autres outils aux artisans. Je prends un exemple tout simple. Demain matin, vous cherchez un plombier, vous cherchez un fleuriste, ben vous irez sur le portail de la Chambre des métiers et il faudra simplement cliquer, vous allez trouver un panel de plombiers qui se mettront au service de la population sur la Chambre des métiers. Pareil pour les fleuristes. Donc, nous voulons vraiment aujourd'hui développer la numérisation pour que la Chambre soit vraiment plus près des artisans et plus près de la population qui en ont vraiment besoin parce qu'ils ont du mal parfois à trouver les artisans. En sachant que nous sommes là, donc nous devons être vraiment, vraiment plus visibles. Alors, numéro 3, numéro même pour contacter vos services. Donc, il y a le site du Rézé avec le 05 90 91 74 deux fois, donc 91 74 74. Il y a le site de Basse-Terre, toujours 05 90 80 23 33, donc 80 23 33 pour Basse-Terre. Et le deuxième numéro pour Basse-Terre, 80 86 73. Donc c'est toujours un fixe, donc 05 90 80 86 73. On a aussi l'information que, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à vos services, vous allez rouvrir au public à partir de jeudi. À partir de jeudi. Mais nous favorisons les appels. Donc effectivement, le service Covid est toujours d'actualité, plus que jamais, parce que nous avons quand même toujours des agents qui sont en télétravail un petit peu. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous préconisons justement à ce que les artisans qui ont besoin de renseignements, qui sont un peu perdus, continuent de nous appeler et tout. Et si vraiment ils ne peuvent pas trouver des solutions par téléphone, ils prendront rendez-vous avec un de nos agents, ils viendront sur place et nous allons les accueillir tranquillement. Ce qu'il faut savoir, que nous sommes ouverts pour l'instant de 7h30 à 14h30, du lundi au vendredi. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que nous avons des horaires aménagés pour recevoir les artisans. Et si vraiment un artisan veut un rendez-vous, ils feront les numéros que vous venez de les citer, ou ils iront sur le site Facebook de la Chambre, pareil, pour avoir tous les agents qui sont à leur disposition, les 15 agents, qui pourront leur répondre et aussi prendre rendez-vous avec eux. Nous sommes là pour eux. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez bien vu, pendant toute cette période, nous avons été accompagnés justement de M. Willy Ramsamy, qui est exactement, il a expliqué en détail tout ce qu'il fallait faire. On a suivi un petit peu les situations, les différentes évolutions pour voir. Après, on a avancé pas à pas un petit peu avec vous. Et en tout cas, vous avez eu le maximum d'informations possibles. En tout cas, je vous remercie. Je voulais juste souligner ce qu'effectivement, pour l'instant, nous ne faisons pas la
rentrée des apprentis, parce que nous attendons effectivement l'autorisation du ministère du Travail qui doit nous donner la réponse d'ici en fin de semaine pour savoir si nous faisons la rentrée pour les apprentis ou sinon si nous continuons le télétravail, la visioconférence avec les jeunes, parce que surtout ils ont un examen à préparer quand même les deuxièmes années. Donc nous travaillons, donc de ne pas s'inquiéter, ils auront des informations en temps voulu via le directeur qui va les appeler directement ou leur envoyer un mail. Je voudrais juste aussi se rappeler que demain matin aussi nous avons pareil une visioconférence avec toutes les banques, la BPI, l'IDOM et les banques de France, pour justement mettre encore un petit peu la pression pour qu'ils arrivent à mettre en place un découvert pour les petits artisans qui ne veulent pas, le jeu pour qui ne veulent pas le PGE. Donc j'entends beaucoup de chiffres. Pas plus tard que j'ai entendu hier plus de 1000 entreprises qui ont bénéficié du PGE, du prêt garanti d'État. Mais quand je fais 1000 entreprises qui représentent grosso modo plus de 300 millions d'euros, ce qui veut dire que les entreprises ont bénéficié un minimum 300 000 euros. Donc, ce ne sont pas forcément des très petites entreprises. C'est pas nous. Donc, aujourd'hui, demain, je serai d'arrache-pied pour leur expliquer qu'ils doivent jouer le jeu pour les très petites entreprises afin d'aider les entreprises. Je rappelle que les très petites entreprises, c'est les grandes entreprises de demain. Oui, et surtout, c'est eux qui construisent la Guadeloupe. C'est ça. Voilà. C'est eux, quand on regarde au niveau des chiffres, même en termes d'emploi, d'embauche, ce sont les artisans qui représentent beaucoup d'emplois et qui embauchent beaucoup. Directement 50 000 embauches, indirectement 75 000 personnes qui gravitent autour des artisans. Donc c'est quand même pas rien pour une population de plus de 400 000 habitants. Oui, non, c'est vraiment pas négligeable. Donc je rappelle les numéros. Donc pour le site du Rézé, c'est 91 74 74. Pour Basse-Terre, c'est 80 23 33 et le deuxième numéro toujours sur Basse-Terre, c'est 80 86 73. Donc Monsieur Foy, merci de votre intervention. C'est moi qui vous remercie, Sabine, et surtout Canal 10, de nous permettre d'être au contact des artisans, de distribuer, comme on dit, la bonne parole pour les artisans et faire en sorte, et surtout leur dire que la Chambre des métiers à leur côté, je serai à leur côté. S'il faut faire le tour de la Guadeloupe ou le tour de l'archipel, nous le ferons avec Canal 10. Je peux confirmer, les gens qui vont dire que ça n'a pas été fait, c'est pas vrai ça, nous on était là, on a tout vu. Donc, voilà, donc en tout cas, merci, bonne soirée, et le combat ne fait que commencer. Bon, bonne semaine à tous. Alors, normalement, on reprend un cadre normal, donc on est censé se revoir lundi, puisque je ne pense pas qu'on a d'intervention jeudi, puisque tout est en cours, donc on attend un petit peu de voir les différentes remontées. À la semaine prochaine, et bon courage pour cette reprise, mais surtout, appliquez les gestes barrières et la distanciation, puisque maintenant, tout le monde est déconfiné, donc il n'y a plus besoin de papier, donc profitez bien de ce petit temps où vous pouvez sortir librement. Au revoir à tous, à bientôt. Merci, bonne soirée.